Ce podcast est une diffusion du Cannes Football Club, l'alternative foot. Allez au cannesfootballclub.com. Ce podcast est présenté par Mise au jeu. Mise au jeu. Gages-tu? Cannes Football Club. La poutine du soccer. Saputo d'or, trop de poutine et j'ai l'air d'un foin. CannesFootballClub.com. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle édition du MLS Africa Plus. La Coupe du Monde s'en vient bientôt, mais avant qu'on en parle un petit peu, on va parler de sujets d'actualité qui ont fait les manchettes dans le monde du foot. Et pour en parler aujourd'hui, eh bien, on a réinvité pour la 3e fois un habitué de la famille du Cannes FC, que ce soit à notre émission ou par l'intermédiaire de son nouveau podcast Sur la ligne que vous pouvez entendre déjà depuis quelques semaines. Et récemment, il a été aussi l'invité régulier de Borat Simoneau pour son podcast Borat Sport et Rock'n'Roll où il a beaucoup parlé de l'Impact de Montréal. Avec nous, au sein de notre podcast, il a surtout été là pour parler des binationaux. Alors, évidemment, on va en parler un peu avec lui aujourd'hui. C'est donc avec plaisir que nous accueillons à nouveau Alexandre Burst. Alexandre, re-bienvenue encore une fois à l'émission. Merci Matt, merci de m'avoir réinvité. Je suis très content de participer à ton podcast. C'est, comme tu l'as dit, le premier podcast auquel j'ai participé. C'est toi qui m'as découvert, pour le meilleur et pour le pire. Et je te remercie de m'avoir réinvité. Je suis très content de pouvoir jaser avec toi. Espérons que ce soit surtout pour le meilleur. Mais je tenais en même temps à te remercier pour avoir mentionné mon nom dans l'article sur les Français qui suivent la MLS dans le Journal de Montréal, qui a été écrit d'ailleurs par le collègue Dave Lévesque. Ça m'a fait chaud au cœur que tu aies mentionné mon nom, alors que tu n'étais pas obligé de le faire. Alors, tout d'abord, un gros merci pour ça. C'est normal. Dave, je le remercie aussi de m'avoir fait témoigner et puis aussi d'avoir mentionné ton nom parce que c'est vrai que c'était important pour moi parce que je lui ai dit la vérité, que je l'avais découvert grâce à toi en participant à ton podcast. Donc c'était naturel, ça m'a fait plaisir, mais surtout c'était naturel. Alexandre, il y a une nouvelle qui a fait les manchettes du monde du foot il y a de ça quelques jours. C'est l'annonce de la démission de Zinedine Zidane au poste d'entraîneur-chef du Real Madrid. C'est intéressant qu'on parle un peu de Zinedine Zidane. En plus d'avoir été un grand joueur, il a démontré qu'il avait la trempe d'un grand entraîneur. Avec 9 titres en 2 ans et demi avec le Real Madrid, dont 3 Ligues des champions consécutives, ce qui ne s'était jamais fait auparavant. En tout cas, avec la nouvelle formule de ce tournoi européen. Et là, il annonce sa démission, comme ça, quelques jours après avoir conquis justement ce 3e titre face à Liverpool. Et là, évidemment, les spéculations ont circulé de partout dans les médias français, entre autres. Mais la première chose que je voudrais savoir, quelle a été ta première réaction quand tu as appris la nouvelle? Moi, ma première réaction a été la surprise. En fait, la première réaction a été la surprise. Et puis, juste après, je me suis dit que finalement, il y avait une part de logique là-dedans. Comme tu l'as dit, il a très bien réussi Zidane avec le Real et il faut pas oublier surtout que il est arrivé en cours de saison et il a remplacé Benitez qui est un coach de grande renommée et qui est espagnol et donc finalement ce qu'il a construit, il l'a construit un petit peu sur des cendres. Alors bon, d'accord, les cendres c'était des cendres de qualité avec de bons joueurs mais l'équipe allait mal et Benitez il s'est fait virer parce que ça fonctionnait peu. Et donc Zidane, avec une expérience d'entraîneur relativement mince, puisqu'il n'avait entraîné que des jeunes, il a réussi à faire que cette équipe retrouve son niveau et même fasse mieux, en effet, gagne 3 fois la Ligue des Champions. Et c'est vrai que moi j'ai quand même été surpris, mais il y a un certain nombre de choses qui expliquent ou qui peuvent expliquer ce choix de Zidane. Justement, par rapport à ce qui peut justifier cette démission de Zinedine Zidane, on invoque le fait que l'effectif est arrivé en fin de cycle et qu'il serait impensable, du moins pour le mercato d'été,
que le Real Madrid demeure inactif sur le marché des transferts. Et ça veut dire que des joueurs de l'effectif vont partir et que d'autres vont arriver. Alors, en ce sens, il y a parmi les théories ou parmi les hypothèses qui ont été sorties, c'est que Zidane se sent peut-être mal à l'aise à partir avec un nouvel effectif ou à reconstruire un peu le club parce que il a quand même eu beaucoup d'affection pour l'effectif qu'il avait en place et avec lequel justement il a pu gagner tous ses titres. Au plan émotionnel, ça pouvait représenter quelque chose d'un peu difficile pour lui. Est-ce que tu crois que c'est une des raisons valables qui peuvent justifier sa décision? Tout à fait, Matt. Moi, c'est exactement ce que je pense. Je pense que c'est une des raisons. Je pense que cette année, il a proposé à son effectif, finalement, de faire une mission commando. Il leur a dit, moi, je tiens à vous, je compte sur vous. C'est pour ça que je ne vais pas faire de recrutement. Je ne vais pas mettre les joueurs dans une situation délicate. Je ne vais pas vous mettre de nouveaux joueurs dans les pattes. On va faire ça tous ensemble, en se serrant les coudes. Je crois en vous, je crois que vous croyez en moi, et on va le faire. Et à la vérité, maintenant on peut en parler, ils l'ont fait, au moins en partie, ils ont gagné cette Ligue des Champions. Alors on sait que sur le plan européen, la Ligue des Champions, c'est le plus grand des trophées. Je pense que Zidane, il aurait aussi espéré pouvoir gagner la Liga, parce qu'il a beaucoup dit que finalement pour lui la Liga c'était très important, parce que gagner la Liga, ça voulait dire que tu avais réussi à performer tout au long de l'année. Je pense qu'il a été meurtri justement d'avoir été assez rapidement exclu de la course au titre. Et justement, à ce titre, ça a été, je pense, pour moi, une des raisons pour lesquelles, il a annoncé qu'il souhaitait pas continuer. Maintenant, je pense qu'il y a aussi évidemment d'autres raisons, comme tu l'as dit. Je suis pas certain qu'il ait vraiment envie de faire le ménage dans son effectif et de dire à certains joueurs qui comptaient plus sur eux. Il a pas envie non plus d'avoir à chercher des nouveaux joueurs et de prendre le risque que ces nouveaux joueurs n'arrivent pas à s'intégrer dans l'équipe. Je pense de façon un peu plus délicate que il y a aussi eu un certain nombre de difficultés avec son président, Florentino Pérez. On a beaucoup dit que le président voulait justement recruter, par exemple, un autre gardien, ce qui allait un peu exclure son fils Lucas de l'effectif. Donc ça, c'est une théorie qui est un peu plus personnelle ou qui a été un petit peu moins relayée, mais je pense que ça peut arriver. On a connu le problème à Nice avec le coach Puel qui avait dans son effectif Paulin et Grégoire, ses deux fils, qu'il a fait jouer, et ça a posé problème parce que les supporters considéraient qu'ils livraient pas la marchandise et que s'ils étaient sur le terrain, c'était plus parce que c'était les enfants du coach que parce que ils le méritaient. Voilà. Maintenant, il y a peut-être d'autres explications, hein. Moi, j'ai aussi entendu que Florentino Pérez lui avait parlé d'un éventuel échange entre Ronaldo et Neymar, et que Zidane, lui, il se voyait pas travailler avec Neymar. Je pense qu'il y a une fatigue mentale aussi. Le Real, s'il y a une fatigue mentale, c'est épuisant d'avoir autant de pression, c'est épuisant d'être tous les jours à l'entraînement avec un effectif comme ça de stars. C'est épuisant, et je pense qu'il est arrivé aussi lui, à un moment où il avait plus envie, de cette pression au quotidien, de ce stress, d'être tous les jours, même s'il adore être sur le terrain, et on l'a beaucoup vu, hein, Zidane, à la fin des entraînements. Il va voir les gardiens, il fait des frappes, il fait des centres à Ronaldo, c'est quelque chose qu'il aime faire. Mais il est arrivé à un moment où il saturait. Justement, puisque tu parles de saturation, il y a peut-être eu aussi, et ça, il l'a évoqué pendant la conférence de presse, il pensait que le message n'était plus aussi bien capté par les joueurs qui étaient de moins en moins réceptifs, fort probablement. Et cette saison, ça a été beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, le début de saison du Real a été très, très compliqué. Et en plus, le Real avait été éliminé par un petit club, Leganés, en Coupe du Roi, ce qui avait, à ce moment-là, suscité des questions à savoir est-ce que Zidane était pas arrivé un peu au bout du rouleau avec cet effectif-là du Real.
même s'il a réussi à convaincre ses joueurs d'aller chercher une 3e Ligue des Champions, est-ce que tu penses que Zidane avait pas eu justement cette clairvoyance, cette prévention de se dire, même avec un changement d'effectif, renouveler mon message, ça allait être un peu trop difficile et qu'il valait mieux à ce moment-là partir plutôt que d'attendre que, je dirais pas que le bateau coule, mais que les choses aillent mal, si on peut dire. Tout à fait. Je suis tout à fait de ton avis. Je pense que voilà, Zidane, au moment de sa démission, il était au top. Et je pense que Zidane, le joueur, comme Zidane, l'entraîneur, il supportait pas de l'échec. C'est quelque chose, à mon avis, qu'il lui souhaitait pas vivre. Et puis surtout dans ce club, c'est vrai qu'il a une relation particulière avec ce club, il a une relation, on l'a beaucoup dit, particulière avec Florentino Pérez, même s'il semblait qu'il y a eu un peu plus de difficultés vers la fin. Et je pense en effet qu'il a préféré lui partir plutôt que d'échouer. Sans oublier qu'on a beaucoup dit que finalement Florentino Pérez n'était pas dans une situation où il pouvait virer Zidane et que si Zidane devait partir, eh bien Zidane partirait sans doute en démissionnant. Mais non, plutôt que de démissionner, il a préféré arrêter, il a préféré laisser les rênes à un autre. Je pense en effet que cette peur de l'échec a pu être un des éléments principaux et l'est sans doute. Ouais. On se souvient qu'en 2006, lorsque Zidane jouait pour l'équipe de France, en finale contre l'Italie, on se rappelle en prolongation le fameux coup de boule sur Materazzi et sa sortie sur carton rouge, alors que lui et l'équipe de France n'étaient peut-être qu'à quelques pouces d'un autre fait glorieux. On a encore cette image de Zidane qui sort, qui passe à côté du précieux trophée de la Coupe du Monde. Beaucoup avaient dit à l'époque que Zidane avait raté sa sortie. Et là, cette fois, il démissionne alors qu'il est probablement au sommet de la montagne. Et c'est un petit peu comme s'il s'était rendu compte que là, j'ai l'opportunité de sortir par la grande porte. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas revenir, on va en reparler tout à l'heure. Mais est-ce que c'est pas un signe, justement, que Zidane, là, consciemment, a évolué depuis ce jour-là? Parce qu'on se souvient que comme joueur, il avait l'habitude parfois de, je dirais pas de péter les plombs, mais disons d'avoir une réaction caractérielle. Il avait eu d'ailleurs, je pense, 14 cartons rouges au cours de sa carrière. Et comme entraîneur, il était le calme incarné qui inspirait confiance à ses joueurs. Il avait aucun souci sur le banc par rapport à ses joueurs. Il avait une confiance, il dégageait une aura, une énergie qui allait bien au-delà du joueur qu'il était par rapport à ce qu'il avait amené sur le terrain. Il dégageait quelque chose qui est difficile à décrire. Et même on disait que parfois ses décisions tactiques, il allait parfois avec une forme de ressenti sur le jeu, puis ses décisions étaient souvent bonnes. D'ailleurs, en finale, il met Gareth Bale à un moment clé, et c'est un des points tournants du match en finale de la Ligue des Champions. Alors donc, là, ma question, est-ce que c'est pas un signe aussi, par cette démission, au moment où il est au sommet, que Zidane a mûri en tant qu'être humain par rapport à ce qu'il a vécu dans le passé, et le gagnant qu'il est, puisque tu en as parlé tantôt, il n'a pas justement là, atteint un point où il sait où il s'en va, il se connaît mieux, et il a évolué vers quelqu'un qui est beaucoup plus calme, disons serein, en paix avec lui-même. Oui, je suis d'accord avec toi. Maintenant, je mettrai quand même quelques réserves sur ton avis. Enfin, j'ai pas exactement le même avis. Moi, je pense en effet qu'il a été un entraîneur très serein et que finalement cette sérénité, elle a été très utile à son équipe. Finalement, si vous voyez que votre entraîneur est serein, même si le cours du match n'est pas favorable, ça vous donne quand même l'impression que il est quand même sous contrôle. C'est vrai que moi, je trouve toujours ça un petit peu affolant de voir ces entraîneurs qui sont comme des fous, qui sautent, qui s'affolent. Et je pense que plutôt que de réveiller une équipe, ça l'inquiète plus qu'autre chose. En effet, je suis aussi d'accord sur le point que tu as donné sur les choix de l'entraîneur et cette capacité à faire de bons choix. Finalement, Zidane l'entraîneur et Zidane le joueur ont un point commun, c'est qu'ils voient en avance. C'est vrai que souvent on disait Zidane, avant de faire la passe, il avait vu ce qu'il fallait faire et il faisait la passe avec un temps d'avance et qu'il avait un temps d'avance sur ses adversaires et puis surtout un choix qui était de meilleure qualité que ses adversaires et les autres joueurs. Quant à 2006, mon avis, il est un peu plus binaire. Je pense que en finale, il a pété les plombs, que voilà, il a perdu le contrôle, quoi. Il a vraiment perdu le contrôle de lui-même. Mais 2006, pour moi, est un bon exemple.
toute l'année au Real, il a été moyen, pour ne pas dire mauvais. Et il est arrivé contre l'Espagne. Et les Espagnols, l'ayant vu toute l'année moyen, voire mauvais, ont dit, ben voilà, et même la presse espagnole, plus que ça, a titré « Zidane, voilà ton dernier match international », ou alors « Zidane, on va te mettre à la retraite ». Eh bien non, pas du tout. Il a pris toute cette année, finalement, pour monter en régime, et à la Coupe du Monde, cette Coupe du Monde qu'il avait choisi de faire, cette Coupe du Monde pour laquelle il était revenu en équipe de France, il était à son top. Et il a fait un véritable récital, autant contre les Espagnols qui en ont été, sinon étonnés, au moins meurtris, que contre les Brésiliens qui, eux aussi, n'ont pas compris que ce joueur qu'ils avaient vu dans le championnat espagnol à la traîne, après plusieurs matchs, ait toujours cette capacité physique et les Brésiliens, il leur a vraiment donné une leçon de football. Donc je pense qu'en effet, ce désir de contrôle et surtout ce désir de rester toujours au top, il l'a gardé. Et s'il part aujourd'hui, c'est sûrement parce qu'il considère que l'année prochaine, eh bien, il n'aurait pas réussi à faire une année aussi remarquable que l'année qu'il vient de faire. En même temps, petite parenthèse, on sait que Florentino Pérez et le Real Madrid, avec cette philosophie de la gagne quasi instantanée, un entraîneur a parfois une durée de vie très courte. On dégaine très vite sur la gâchette pour congédier un entraîneur lorsque les choses tournent mal. Tu as parlé de Benitez tantôt, ça a pris 6 mois par exemple. Alors Zidane, on a l'impression que aussi, il avait pas envie d'être congédié, il avait pas envie de se rendre jusque-là. Il a senti effectivement, comme tu dis, les choses à l'avance là aussi. Et il a préféré partir, peut-être aussi pour mieux revenir. Il n'y a rien qui dit qu'il va pas revenir comme entraîneur au Real Madrid. Mais ça, on le verra dans un futur proche. Un petit mot sur le Zidane, l'entraîneur comme tel. On a appris que Zidane n'a pas suivi sa formation en Espagne, où ça prend à peu près 1 an. Il est allé en France. Et il a suivi la voie la plus longue, c'est-à-dire à peu près 3 ans de formation, de façon à glaner toutes les informations. Il est allé ensuite faire ses gammes au sein des équipes d'académie du Real Madrid. Il a été l'assistant de Carlo Ancelotti, pour lequel il a gardé une partie de sa philosophie. Mais néanmoins, moi je voulais revenir sur la formation en France. Est-ce que c'est pas là un signe que cette formation-là, au niveau des entraîneurs, elle est de qualité? Même s'il n'y a pas énormément d'entraîneurs français qui réussissent au-delà de l'Hexagone. Tu as raison, Zidane est venu en France pour faire ses études d'entraîneur, pour devenir entraîneur, et en fait, comme tu l'as dit, il a pris le système français, c'est un système qui est plus long, ça prend plus de temps. Et non seulement il a fait cette formation d'entraîneur, mais avant, il a fait une formation de management du sport à Limoges, qui est une formation qui est très célèbre. Et à Limoges, ils ont hésité un bon moment. C'est une formation en fait sur dossier. Donc il faut faire un dossier et ils font une sélection parmi les nombreux candidats. Et c'est vrai qu'à Limoges, ils ont été assez réticents à le prendre parce qu'ils se sont dit Zidane, il va arriver sûr de lui, il va peut-être pas travailler autant que ce qu'il faudrait et est-ce qu'il va pas... On a vu aussi en France une image de Zidane très modeste, très en retrait, un peu timide, parfois mutique. Est-ce qu'il va réussir à s'intégrer au groupe? Est-ce qu'il va réussir à échanger avec les autres et puis à apporter aussi ce qu'il est et son vécu? Et son vécu, c'est le vécu d'un des plus grands joueurs de la décennie et un vécu aussi d'un joueur qui a joué dans les plus grandes équipes du monde et qui a un palmarès rare. Et en fait, une fois qu'il est arrivé à Limoges, ils se sont rendus compte qu'ils avaient affaire à un étudiant intéressé, intéressant, brillant, un meneur d'hommes qui a réussi à fédérer autour de lui. C'est vrai que le premier jour, j'écoutais une interview du directeur de ce centre et il racontait une anecdote qui est assez intéressante. Il expliquait que le premier jour, la tradition, c'est que tout le monde se présente. Et donc, le premier étudiant s'est présenté, il a donné son nom et son prénom, il a indiqué quel sport il avait pratiqué. Le deuxième, le troisième, puis on est arrivé à Zidane. Et évidemment, tout le monde s'est tourné vers Zidane. Et Zidane, très naturellement, il s'est levé, il a dit « Bonjour, je m'appelle Zinedine Zidane et j'ai été footballeur. » Et il s'est rassis. Et tout le monde était très étonné qu'il se soit présenté un peu comme les autres et que finalement,
il se soit mis au niveau des autres et par ça, il a montré son investissement. Quant à la formation en France des entraîneurs, je suis un peu d'accord avec toi. En effet, c'est une formation qui prend du temps, mais c'est une formation qui est très décriée. Et comme tu dis, le résultat, en ce moment, les entraîneurs français ne sont pas à la mode ni à l'étranger, ni en France. Le PSG est entraîné par un entraîneur étranger. Ils n'ont pas gardé un souvenir impérissable de Laurent Blanc. Monaco, qui est aussi une grande équipe, est entraîné par un entraîneur portugais. Et il y a d'autres clubs, là, Nantes, ça fait un moment qu'ils choisissent plutôt des entraîneurs étrangers. Et la qualité, alors moi, mon avis sur la qualité de la formation, il est aussi ambivalent. Je pense que sur certaines choses, la formation, elle est vraiment intéressante. Je pense que on rentre dans pas mal de détails, mais elle a des limites. Je pense que pour le management des joueurs, il y a une limite. Je pense que tactiquement, il y a une limite. Je pense aussi que l'autre limite, c'est que en France, la plupart des entraîneurs qui sont formés pour le haut niveau sont d'anciens joueurs. Il y a très peu d'entraîneurs qui n'ont pas connu de carrière nationale ou internationale, alors qu'à l'étranger, il y en a beaucoup. Mourinho, Jardim, sont des entraîneurs qui n'ont pas eu de carrière de joueurs professionnels et ce sont d'excellents entraîneurs. C'est vrai que le Portugal, par exemple, a une école d'entraîneurs qui, à mon avis, est bien supérieure à l'école française et qui, elle, s'exporte vraiment très bien. Lorsque le Real Madrid est venu à Montréal pour son camp d'été et que les troupes se sont installées au centre Nutrilec, le centre d'entraînement de l'Impact de Montréal, et dont justement Zidane et son équipe ont vanté les qualités, l'adjoint de Mauro Biello, Jason Di Tullio, avait demandé un des secrets pour réussir comme entraîneur à Zinedine Zidane. Et une des réponses que Zidane a livrées à Jason Di Tullio qui l'a marqué, c'est d'être bien entouré et en particulier d'être entouré de gens de confiance. Dans cette réponse-là, ce que je remarque, ça rejoint ce que tu disais à propos de l'humilité de Zidane lors de sa formation. Et ça renvoie au fait que les succès de Zidane avec le Real Madrid sont aussi redevables à ses adjoints et à son entourage. On a beaucoup parlé d'Antonio Pintus, par exemple, un préparateur physique que Zidane voulait et qui a joué un rôle fondamental dans les succès du Real. Alors, j'aimerais ça t'entendre à ce sujet-là. Un mot sur les adjoints et l'entourage de Zinedine Zidane et leur rôle dans les succès de Zidane, l'entraîneur, et du Real Madrid. Tu as raison. En effet, Zidane sait s'entourer et pour lui, c'est très important. Donc, on a dit aussi que, tout à l'heure, on en a parlé, qu'il avait d'abord entraîné les jeunes. Ça avait fait partie de sa formation, mais il a aussi été entraîneur adjoint. Il a été entraîneur adjoint d'Ancelotti et il a dit qu'il avait beaucoup appris d'Ancelotti. Il a été entraîneur adjoint de Mourinho. Il a un petit peu moins dit qu'il avait beaucoup appris de Mourinho. Mais il a sans doute beaucoup appris quand même de Mourinho. Et peut-être qu'il a finalement, on apprend aussi des erreurs de l'autre et puis on apprend aussi, on voit aussi comment fait l'autre et puis parfois on se dit qu'il faut faire la même chose ou alors au contraire que soit où on peut pas avoir le même type de management ou le même type de travail, ou alors qu'on veut pas avoir le même type de travail. Tu as parlé d'Antonio Pintus, c'est vrai qu'il a vraiment, vraiment insisté pour l'avoir à ses côtés. C'est vrai que la préparation physique, c'est un travail qui est pas forcément une spécialité des entraîneurs, et puis surtout, c'est pas du tout sa spécialité à lui. Je pense que dans ses études d'entraîneur, c'est des choses qu'il a vues, mais il les a vues trop en surface pour pouvoir assumer ce rôle-là, et puis finalement, c'est aussi pas son rôle. Il avait rencontré Pintus à la Juventus, et elle avait gardé un très très bon souvenir de lui. Ce qui est d'ailleurs le cas de tous les joueurs qui ont eu l'occasion de s'entraîner avec lui. Ils en dressent tous un portrait élogieux, et ils expliquent tous la même chose. Pintus demande beaucoup, mais il a une façon de le demander qui fait qu'on ne peut pas lui refuser parce que finalement il arrive à établir une relation personnelle avec chacun, une relation qu'on pourrait qualifier d'amitié, mais qui finalement c'est une amitié de travail. Et il a aussi cette capacité à proposer des exercices qui ne sont pas répétitifs. Et ça, c'est vrai que c'est très très apprécié par les joueurs. Et puis finalement, la préparation physique, très souvent, il y a une part physique, c'est des tours de terrain, ou alors qu'on fasse des tours de terrain avec ou sans ballon, finalement, c'est toujours des kilomètres à avaler.
Et les préparateurs physiques italiens sont connus justement pour avoir des grandes demandes en termes physiques. Et ça, c'est très apprécié. J'en avais aussi parlé à propos de Bats. On va faire une toute petite parenthèse. Bats aussi est apprécié de ses joueurs, de ses gardiens, parce qu'il a cette capacité, même si par définition l'entraînement est répétitif, à faire de nouveaux exercices et à établir une relation d'amitié et de confiance. Quant aux adjoints de Zidane, il en a plusieurs. Et il en a un qui est un peu... il en a deux qui sont un peu différents, qui ont un cursus un peu différent. Il y en a un, c'est un de ses amis d'enfance, avec qui il a été formé à Cannes, et qu'il a amené avec lui dans toutes ses expériences, et en qui il a une totale confiance. Et c'est vrai que c'est aussi intéressant de voir que finalement, plutôt que de prendre un entraîneur adjoint très expérimenté, comme on pu le faire par exemple Laurent Blanc, dont on a parlé tout à l'heure, qui a pris Jean-Louis Gasset, qui était un entraîneur très expérimenté et un entraîneur adjoint très expérimenté. Non, lui, il a fait ce choix-là. Il a aussi pris dans son staff une autre personne, un autre Français, qui lui s'occupe plus du physique avec des techniques qui sont liées à la chiropraxie, à la kinésie et qui sont très en avance. Mais Zidane a toujours eu aussi cette idée du soin du corps et de l'esprit. Et c'est vrai que on l'a beaucoup vu dans divers documentaires sur la victoire de 98. Zidane a fait rentrer en équipe de France des ostéopathes. Il a été parmi les premiers à considérer que les ostéopathes pouvaient donner beaucoup. Et alors que l'équipe de France fonctionnait principalement avec des kinés, il a fait rentrer une nouvelle spécialité et ça a fonctionné. Et maintenant, les ostéopathes sont dans toutes les équipes professionnelles et plus personne ne conteste leur capacité finalement à faire fonctionner la machine qu'est le footballeur. Maintenant, la démission de Zinedine Zidane, comme je l'ai dit tout à l'heure, entraîne son lot de spéculations. Et l'une d'entre elles, bien qu'elle avait déjà été lancée le soir même de la finale de Ligue des Champions, c'est celle de l'avenir de Cristiano Ronaldo, le joueur vedette des Merengues. Cristiano Ronaldo qui a jamais caché, par exemple, de ne pas être toujours aimé à sa juste valeur au sein du Real. Il n'était pas le joueur le mieux payé en comparaison de Neymar, de Messi. Ses relations avec Perez ne seraient pas au beau fixe. On peut dire que la démission de Zidane lui donne peut-être une excuse ou un prétexte nouveau pour quitter le Real et d'aller jouer ailleurs. Mais qui aura les moyens de s'offrir Cristiano Ronaldo? Là est la question. Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu crois, toi, que Cristiano Ronaldo va quitter le Real ou sera de retour avec l'équipe l'an prochain? Quel est ton sentiment par rapport à tout ça? Est-ce que Ronaldo quitte le Real parce que Zidane s'en va, ou est-ce que Zidane s'en va parce que Ronaldo quitte le Real? Alors c'est la poule et l'œuf. Alors j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Je pense par contre que Ronaldo et ses crises existentielles, bien c'est finalement un classique, et que très régulièrement, eh bien il fait sa petite crise. Il dit ah non mais je veux partir. Ici je suis pas respecté. Je gagne pas assez, on m'aime pas à la mesure de mon talent et à la mesure de ce que je donne. Et puis j'ai un très bon souvenir à Manchester. Moi j'aimerais bien retourner à Manchester. Et puis le PSG. Et puis je ne sais qui d'autre. Il en reste que il y a quand même une rumeur persistante d'échange Neymar CR7. Alors moi je sais pas si cette rumeur elle est fondée. Je sais pas si finalement Ronaldo la pousse un petit peu pour avoir sa revalorisation salariale. Ce que je sais, c'est que à titre personnel, j'ai trouvé que sa sortie le soir de la victoire de la Ligue des Champions, c'était pas le moment, vraiment pas. Moi, je pense que si j'avais été un joueur du Real, j'aurais été heurté. Alors évidemment, Ronaldo a fait beaucoup pour le Real, mais le soir d'une fête, on lance pas ce genre de débat. C'était au minimum inopportun. Voilà. Le départ de Zidane du Real Madrid amène également en France un sujet qui semble faire les manchettes à répétition, et ça depuis 2012, c'est la possibilité qu'il devienne le sélectionneur des Bleus de l'équipe de France. Et avec la Coupe du Monde qui approche à grands pas, les gens vont regarder encore plus avec attention les résultats de la France.
et aussi du sélectionneur Didier Deschamps, qui est là justement depuis 2012 et qui a d'ailleurs été questionné à ce sujet lorsque Zidane a démissionné, à savoir si ce n'était pas une pression supplémentaire d'obtenir des résultats pour cette Coupe du Monde en Russie, en espérant que justement Didier Deschamps fasse mieux que Napoléon, c'est-à-dire que Napoléon avait très mal terminé sa campagne de Russie, pour faire une comparaison un peu historique, là. Mais toujours est-il que Didier Deschamps a répondu que il ne ressentait pas cette pression comme telle, il semble bien en selle et Noël Le Graët a toute confiance en lui. Néanmoins, je pense que peu importe les résultats de l'équipe de France en Russie pour cette Coupe du Monde, que ce soit un échec monumental, une élimination dans l'honneur ou, qui sait, peut-être une deuxième conquête de la Coupe du Monde, je pense que Zidane, son avenir va aboutir inévitablement en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Que ce soit à brève échéance ou à long terme. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça fait partie de la destinée de Zidane de devenir sélectionneur des Bleus éventuellement? Et dans quel contexte? Oui, c'est écrit. Zidane sera sélectionneur des Bleus. C'est la seule question, c'est de savoir quand. Alors évidemment, aujourd'hui, Zidane est disponible. Donc, comme tu l'as dit, si la Coupe du Monde se passe mal, eh bien, Zidane va remplacer Deschamps, et je pense que Deschamps le sait, Deschamps l'a dit, le président de la République française en a parlé. Évidemment, Deschamps a cette pression en plus. Je pense que finalement, cette pression, il l'aurait eu quoi qu'il arrive. Dans la mesure où les espoirs sont importants, dans la mesure où cette équipe, au moins sur le papier, est ambitieuse et doit réussir, puisque finalement, l'ambition, elle est connue, l'espoir il est connu, c'est la demi-finale. Donc on considérera que quoi qu'il arrive, si la France n'est pas en demi-finale, eh bien la Coupe du Monde sera ratée. Alors évidemment, si elle passe pas le premier tour, ça sera franchement raté. Si elle est éliminée dans les honneurs par le Brésil, l'Argentine ou l'Allemagne, eh bien le jugement sera un petit peu moins sévère, mais il a cette épée de Damoclès au-dessus de lui, et si ça se passe mal, eh bien Zidane va le remplacer. Maintenant, si ça se passe bien, peut-être que Zidane le remplacera aussi. Finalement, Deschamps, champion du monde, il est fort possible qu'il fasse une Aimé Jacquet ou qu'il fasse une Zidane et qu'il s'exprime et qu'il indique qu'il souhaitait quitter l'équipe de France sur cette victoire, qu'il allait passer le relais à son ami Zidane. C'est vrai que c'est un bon point et j'ai même entendu un argument peut-être un peu plus marketing disant qu'il y a des compagnies, des commanditaires en France qui attendent le moment où Zidane va devenir sélectionneur de l'équipe de France parce que Didier Deschamps, qui a aussi gagné avec Zidane en 98, Didier Deschamps c'est bien, mais le nom de Zidane à la tête de l'équipe de France, alors là on peut imaginer tout ce qui va survenir autour. Il y en a d'autres aussi qui évoquent également le style de jeu. Deschamps, un style peut-être un peu plus conservateur, peut-être un peu plus axé sur la défense, alors que Zidane, ça serait un peu plus spectaculaire. Et on parle même du fait que plutôt Zidane arriverait à la tête de la sélection de l'équipe de France, là Karim Benzema reviendrait. Mais ça, on va tourner la page là-dessus. Voilà qui va conclure ce sujet principal sur un seul binational. C'est plutôt rare qu'on a fait ça ensemble, Alexandre, en ce qui a trait à Zinedine Zidane. Pour conclure l'émission, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui a un lien entre l'Europe et la MLS. C'est Patrick Vieira, actuellement entraîneur de New York City FC. Depuis quelques semaines, son nom est évoqué comme étant le possible successeur de Lucien Favre à la tête de l'OGC Nice. Et là, plus l'échéance approche et plus il semble que ça va être officiel. Patrick Vieira va s'en aller en Ligue 1 et être le nouvel entraîneur de l'OGC Nice. Ce n'est pas confirmé encore, là, je tiens à le dire sous toute réserve, mais on s'approche de plus en plus d'une entente. Patrick Vieira a très bien réussi, même s'il n'a pas gagné vraiment de titre avec New York City FC. Il a aidé beaucoup à faire progresser cette équipe et il a appris là-bas, grâce au soutien de Manchester City et des Émirats Arabes Unis, puisque New York City FC ont les mêmes propriétaires. D'une certaine manière, Patrick Vieira a bien appris son métier. Selon moi, c'est un signe que la MLS peut être un beau tremplin pour des entraîneurs, même si Patrick Vieira, qui a connu ses heures de gloire en Europe, avec Arsenal notamment comme joueur, il est vu en Europe comme étant un entraîneur de calibre européen. Moi, ce que je voulais savoir, c'est par rapport à ce qu'on dit de la MLS en France, j'entends encore souvent le cliché que c'est une ligue de retraités, tout ça. Est-ce que justement l'arrivée de Patrick Vieira avec Nice, ça ne sera pas là justement un premier signe qui va amener peut-être vers d'autres entraîneurs, sait-on jamais? N'est-ce pas là un signe que la MLS est rendu à un point où là, des entraîneurs de calibre, justement, puissent aller se former, aller un peu se faire la main
et après arriver avec un projet un peu plus ambitieux en Europe où on peut appliquer ce qu'on a appris, mais aussi la philosophie qu'on a en tête là, et qu'on a développée là-bas avec un certain succès. Comme Patrick, justement, a réussi à le faire avec New York City FC. C'est une philosophie où il a commencé à développer une structure de jeu, surtout axée sur l'attaque, mais où il y a une forme d'adaptation par rapport à ce que l'adversaire peut offrir aussi. Il fait confiance à des joueurs qui ont différents profils et qui viennent de différents endroits du monde. Je pense au Libyen Ismaël Tajouri Shradi, dont évidemment j'ai fait un article récemment, c'est pas un hasard si j'en parle, mais c'est l'exemple du joueur que personne voyait venir et il arrive ici en MLS et il a des très très bons débuts sous la férule de Patrick Vieira avec New York City FC. Je vois quelqu'un qui a profité de la MLS ou qui a su, sans mépriser cette ligue-là, faire son apprentissage, et on a parlé d'apprentissage tantôt avec Zidane, mais Vieira, justement, a traversé ça, il se fait la main avec une petite équipe. Est-ce que, d'abord, c'est un bon choix pour Nice? Et ensuite, si l'influence de la MLS sur la possible réussite de Patrick Vieira en Europe, ça va pas aider peut-être un jour, éventuellement, à changer l'image que certains Eurosnobs peuvent avoir de notre soccer chez nous? Alors, je suis pas certain que en Europe, on considère Vieira comme un entraîneur issu de la MLS. Je pense qu'en Europe, à tort ou à raison, on considère que Vieira est allé à New York parce que New York faisait partie de la galaxie de Manchester City et que les propriétaires de Manchester City, les propriétaires d'Abu Dhabi, l'ont placé là, en couveuse, en effet, comme tu le dis, pour qu'il prouve sa qualité et après pour pouvoir éventuellement le rapatrier dans une autre équipe en Europe ou ailleurs. Donc je pense que finalement ça va pas forcément jeter une lumière favorable sur la MLS à tort ou à raison. Maintenant, la réussite qu'il a eue à New York City, elle est incontestable et je pense que les Européens vont quand même avoir de l'intérêt pour cette expérience et ils vont lire ce que tu viens de dire, que finalement il aurait pu prendre une solution de facilité en achetant de très bons joueurs, qu'il aurait pu aussi choisir de très bons joueurs, avoir des facilités du fait que c'est New York City. Évidemment, pour un joueur européen, il est plus sexy d'aller jouer à New York plutôt que à Kansas City ou fin fond du Colorado. Mais je suis pas certain qu'il soit vraiment vu comme un entraîneur MLS. Pour revenir à la MLS, je pense aussi qu'il y a beaucoup d'Européens, d'Eurosnobs justement, qui critiquent la MLS sans en avoir vu le moindre match. En effet, par exemple en France, la MLS elle est diffusée sur une chaîne qui est peu disponible. Elle est diffusée par définition à des horaires qui sont pas toujours très pratiques pour un Français, pour un Européen. Et l'offre en termes de football en Europe est telle que, à moins d'avoir une réelle curiosité, peu de gens vont regarder la MLS. Donc les gens qui critiquent la MLS, souvent ils ne l'ont pas vue. De même, je pense que la MLS n'est pas forcément vue comme une ligue de retraités, parce que elle est, à mon avis, plutôt vue comme une ligue mineure, voilà, une ligue où finalement le niveau général est moyen. Et ça aussi, c'est une injustice. Bon, d'abord, quand on critique quelque chose qu'on ne connaît pas, par définition, c'est idiot. Mais je pense vraiment que la MLS est sous-cotée, qu'il y a beaucoup de bons joueurs en MLS, voire de très bons, et que le niveau général en MLS, il n'est pas catastrophique, et c'est un niveau qui est satisfaisant, dirons-nous, et qui est en plein développement. À savoir, est-ce que pour Nice, c'est un bon choix ? Je pense que c'est un choix qui est courageux, parce que Vieira, c'est pas un entraîneur qui est très expérimenté. Nice sort de deux entraîneurs qui ont très bien réussi, Puel et Favre, qui étaient plus musclés, si je veux dire, qui avaient plus d'expérience. Maintenant, Vieira, il est français, donc il n'y a pas la barrière de la langue. La Ligue 1, c'est une ligue qu'il connaît. Et le fait qu'il ait fait ce choix-là plutôt qu'un autre, il est aussi rassurant, je pense, pour Nice. Ça veut dire qu'il a eu des garanties. Ça veut dire qu'il a confiance. C'est vrai que Vieira a choisi Nice alors qu'année dernière, il avait refusé d'aller à Saint-Étienne. On dit aussi qu'il a été sondé pour aller à Rennes. Il aurait aussi refusé Rennes. Vieira a accepté d'aller à Nice. On dit aussi beaucoup que finalement, son départ de New York City a été négocié et que lui, surtout, ne souhaitait pas froisser
les Sheikhs d'Abu Dhabi parce qu'il espère à plus ou moyen terme avoir sa chance à Manchester ou dans une des autres équipes et que voilà, il voulait partir en bonne intelligence, ce qui finalement montre aussi les qualités de l'homme derrière les qualités de l'entraîneur. Donc moi je suis optimiste mais raisonnablement optimiste. Je pense que ça va pas forcément être difficile mais qu'il est assez armé pour réussir. En tout cas, on va lui souhaiter tout le succès au sein de l'OGC Nice, qui est une équipe en général assez intéressante à voir jouer. Je pense qu'il a les moyens de réussir et on va même lui souhaiter que ce soit un autre tremplin pour aboutir à quelque chose de plus ambitieux. On se souviendra que son nom a été mentionné pour remplacer Arsène Wenger à Arsenal, mais peut-être que c'était un peu trop gros pour lui et je pense qu'il le ressentait probablement lui-même. Il se sentait peut-être pas prêt à diriger une équipe de cette taille, même si Arsenal n'est plus ce qu'il était autrefois là, en termes de présence là, européenne ou même en Angleterre. C'était quand même un peu gros pour lui. Avec Nice, il a l'opportunité peut-être d'avoir un peu plus des coups de franche là, pour travailler sa philosophie et commencer là, à s'établir là, comme un entraîneur respectable. Alexandre, merci infiniment d'avoir participé à l'émission encore une fois. Ce fut très agréable de t'écouter dans toutes les nuances dont on te connaît. Et je rappelle aux auditeurs que l'on peut te suivre sur les médias sociaux, notamment sur Twitter, sous le compte de MR Foot de Foot. Bien, merci encore Matt de ton invitation. Ça m'a fait plaisir de pouvoir participer encore une fois à ton podcast. C'est toujours intéressant. Les thématiques que tu proposes sont toujours intéressantes. Ton point de vue, il est toujours intéressant. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que parfois on n'est pas d'accord. Enfin, on est souvent d'accord sur en général, et après, quand on rentre un peu dans le particulier, on est moins d'accord. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir un autre point de vue, surtout quand il est comme le tien, argumenté. Donc, merci encore. Moi, avant de te quitter, je voudrais, comme de tradition, embrasser mon fils Adrien, que j'aime. Et voilà, eh bien, j'espère pouvoir t'accueillir prochainement sur mon podcast ou alors pouvoir refaire un podcast avec toi. Merci encore. Ben, ce sera avec grand plaisir, mon cher. J'espère qu'on se retrouvera prochainement. C'est toujours un plaisir de discuter, peu importe le moyen de communication, de foot avec toi et d'avoir des propos constructifs avec des débats et avec des nuances, comme je disais tantôt. Ce qui fait que même à l'intérieur des désaccords, il y a beaucoup d'idées intéressantes qui circulent. Et puis, moi, je voyais plutôt les choses dans le sens contraire. C'est qu'on arrive à se rejoindre sur beaucoup de positions à travers justement les nuances des désaccords. Mais bon, c'est mon avis à moi. Merci encore une fois, Alexandre. Ce fut un réel plaisir. Merci à toi. Alors, en terminant, je vous rappelle que ce podcast est diffusé par l'intermédiaire de la famille du Cannes Football Club, où vous retrouvez de nombreux podcasts, notamment des nouveaux, comme celui, justement, d'Alexandre sur la ligne. On retrouve celui également de Julien Tardif, le journaliste dans les coulisses. Le Blaugrana podcast de Michael Miller avec Alec Avendano. Alec Avendano qui fait également un gros boulot avec son partenaire du dynamique tandem du Lopo Avendano, Fred Lopo, avec leur série de podcasts sur la Coupe du Monde, où est-ce qu'ils analysent avec des invités différents tous les groupes de cette Coupe du Monde et les forces en présence. C'est à suivre, alors n'hésitez pas à aller sur le site du Cannes Football Club ou sur SoundCloud et iTunes sur le compte du Cannes Football Club Plus pour suivre tous les podcasts, pour aller vous informer et en apprendre plus là, sur le monde du foot là, à l'aube de la Coupe du Monde qui s'en vient, mais également de la MLS et de la saison 2018 qui est en cours et de toute l'actualité. Ça nous fait un grand plaisir de partager tout ce contenu-là avec vous. On espère vous y retrouver avec grand plaisir. Alors voilà, c'est ce qui conclut cette édition du MLS Africa Plus. Ici Mathieu Lemay qui vous dit au revoir et à la prochaine!